sommes sur IRM.radio, il est 22 h et c'est l'heure classée X avec les Bogdanov, représentés ce soir par un seul Bogdanov, Grishka, qui représente les deux Bogdanov. Bonsoir Grishka, c'est ton émission, c'est la première de classée X sur IRM.radio. Vous pouvez nous suivre sur Twitch. Vous faites Twitch TV IRM Radio, ou bien vous pouvez aussi communiquer avec nous en envoyant vos questions par SMS ou par WhatsApp au 07 71 59 62 68. Et tout de suite, je laisse la parole au maître d'œuvre de cette émission, classé X, Grishka. Bienvenue sur IRM.radio. Oui, bonjour à tous, bonsoir, avec grande joie de vous trouver, même si ce n'y a qu'un, c'est Grishka, mais Grishka et Igor ne font qu'un, on le sait. Nous avons ce soir un rendez-vous sous le signe de l'inconnu. On parle de X, mais X, vous le savez, en mathématiques, vous avez certainement des souvenirs merveilleux lorsque vous avez résolu des équations. X égale, non pas 0, mais l'infini. On sera vers l'infini aujourd'hui. C'est le signe de l'inconnu, c'est le signe de la découverte aussi, et nous allons découvrir ensemble un sujet qui, je le sais, vous passionne. Vous passionne parce que lorsque vous levez les yeux vers le ciel, même s'il y a des nuages, vous savez que derrière ces nuages, il y a des choses fantastiques. Ces choses fantastiques, ce sont des soleils, des étoiles. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces soleils, qui ressemblent plus ou moins aux nôtres, est-ce que ces soleils abritent des planètes qui elles-mêmes pourraient abriter la vie ? Voilà des questions que nous allons nous poser. On va se demander si la vie existe ailleurs. Grande question formalisée, formulée sous une dimension qui n'est pas la 4e dimension, mais qui est la dimension à la fois du rêve, la dimension aussi de la connaissance, de nouvelles connaissances, avec, pour notre premier rendez-vous, 2 révélations, 2 grandes surprises. Sommes-nous seuls dans l'univers ? Nous sommes ici pour vous répondre autant que cela est possible. Quand je dis nous, c'est évidemment le nous de Majesté avec Igor qui parle par ma voix, mais c'est également 2 de nos amis chroniqueurs. Andrea d'abord, bonsoir Andrea. Bonsoir, bonsoir Grishka. Alors j'espère que tu as 1000 questions à nous poser et autant de réponses à apporter. On a beaucoup de questions, effectivement. Et puis Arnaud également qui est avec nous. Bonsoir. Nous nous connaissons, nous avons déjà fait des émissions ensemble. Et là, on va aller plus loin dans cette dimension nouvelle, donc, qui est celle de la vie ailleurs, la vie extraterrestre. Alors, pour commencer, moi, je voudrais qu'on se pose des questions de nombre, de savoir finalement, puisqu'on parle de planètes, d'exoplanètes possibles. Les exoplanètes sont celles qui sont à l'extérieur. Moi, j'ai envie de poser une première question à toi, Andrea. Est-ce que tu sais la différence entre une planète et une exoplanète? Alors, je ne suis pas sûre de la réponse, mais tu vas me dire si c'est ça. Une exoplanète, c'est une planète qui est en dehors de notre système solaire? Oui, ouais, bravo, excellent. IRM, on voit que la science est là. D'accord. Donc c'est exactement ça. D'abord, dans notre système solaire, on sait qu'il y a combien de planètes? Moi, je ne pose pas la question. Je dis simplement, bon, allez, il y en a un petit peu moins de 10, un petit peu plus de 5. On va dire ça comme ça. Les planètes qui sont intéressantes dans le système solaire, c'est Mars, d'abord, qui est très proche de notre propre planète, la Terre. C'est aussi Jupiter, non pas pour elle-même, mais pour des satellites qui sont autour. Vénus un tout petit peu, mais pas trop pour l'instant parce qu'il y fait très chaud. Pourquoi Mars, justement? On s'intéresse beaucoup à cette planète. Mars, d'abord on a cru longtemps qu'il y avait des Martiens. Pendant très très longtemps. Il y a longtemps. Oui, il y a longtemps. C'était au XIXe siècle. Des astronomes et des chercheurs se sont dit, il y a même des canaux sur Mars. On pensait que ces Martiens avaient construit, c'est une civilisation, était capable de construire donc des canaux sur Mars. On les a repérés, on croyait même les avoir photographiés. On avait photographié en effet des effets de relief qui ont donné l'illusion qu'il s'agissait de canaux. Et même des grands, très grands astronomes comme Flammarion se sont passionnés pour le sujet. Schiaparelli, des gens qui ont évidemment été des explorateurs de l'espace lointain, mais aussi de cet espace proche qu'est Mars. Mars n'est pas très loin d'ici. C'est à peu près à entre 180 200 millions de kilomètres d'ici, donc c'est pas très loin. Ça dépend, c'est relatif. Pour y aller, c'est 6 mois. Voilà, c'est 6 mois pour y aller, donc c'est pas énorme. Ça va encore. Ça va encore, c'est le temps des caravelles lorsqu'elles passaient évidemment du continent européen vers l'Amérique. Au fond, on peut se poser la question autrement. On va se demander maintenant, si je vais sur Mars, si je suis
capable de voyager sur un rayon de lumière. Il y a de la lumière dans l'IRM. Hein. Il y a des lumières d'ailleurs. Toi, vous êtes tous les deux évidemment lumineux. Mais si je suppose que je voyage à la vitesse de la lumière, combien de temps est-ce qu'il me faudra pour aller d'abord sur la Lune? Je repose la question et j'apporte la réponse quand même parce qu'elle n'est pas toujours intuitive. C'est à peu près 1 seconde et demie, moins de 2 secondes. Pour aller de la Terre à la Lune. De la Terre à la Lune. On va dire, allez, moi, si je donne juste une approximation, 1 seconde. Allez, comme ça, on a ça en tête. Vous savez, vous qui vous posez la question de savoir si vous pouvez aller sur la Lune à la vitesse de la lumière, mais sachez qu'il vous faudra à peine 1 seconde pour l'atteindre. Et par rapport au temps sur Terre, c'est 1 seconde, ça correspond à quoi? À combien de temps? C'est exactement la même chose, c'est la seconde vraiment universelle, celle qu'on mesure sur nos montres. Donc il faudra 1 seconde à la vitesse de la lumière. Bon, il est évident que la lumière voyage très très vite. Est-ce que tu connais la vitesse de la lumière? J'ai oublié. Ben, ce même rayon de lumière, il va faire 7 fois le tour de la Terre en 1 seconde. Donc je fais 1, c'est inimaginable. 2, toc, 7 fois le tour de la Terre. Dire que c'est rapide, hein. 7 fois le tour de la Terre en 1 seconde. Maintenant, si je vais sur Mars, ben, il faudra à peu près 3 minutes et quelques pour aller sur Mars. Si je vais juste aux alentours du Soleil pour me chauffer un petit peu, comme il fait froid en ce moment, allez, on a envie de se chauffer, on va aller sur Mars. D'abord, Mars, on a dit 3 minutes, mais maintenant le Soleil, combien? Je donne la réponse. 8 minutes. 8 minutes pour aller sur... Alors, ça veut dire quelque chose d'intéressant. Ça veut dire que si le Soleil s'éteignait maintenant, là, à l'instant, ça ne changerait rien pour nous sur Terre pendant 8 minutes. Seulement 8 minutes. Seulement 8 minutes. Mais 8 minutes plus tard, en revanche... Hop, rideau, il n'y a plus de lumière. Le soleil, effectivement, s'étant éteint, on le saura 8 minutes plus tard. Bon, on va aller un petit peu plus loin. On va aller jusqu'à la dernière planète du système solaire. C'est-à-dire un planétoïde qui a été déclassé d'ailleurs par la Société d'astronomie. Pluton. Considère que c'est... Oui, c'est Pluton, bravo Arnaud. C'est... Oui, il suit. Et même il précède. Non, mais c'est passionnant, c'est passionnant. Et même il précède. Ben, pour aller sur Pluton... à la vitesse de la lumière, il faut à peu près 5 heures. Donc c'est déjà un petit peu plus long. Maintenant, je donne un autre type de comparaison. Tout ça, c'est pour qu'on parle des distances d'abord. Hein. Après, on ira beaucoup plus loin quand on s'attardera sur la vie ailleurs. Mais pour les distances, prenons un Airbus. Pour aller en Airbus sur la Lune, il ne me faut pas beaucoup de temps. Hein. C'est juste quelques jours, pas beaucoup plus. Donc on va aller en Airbus sur la Lune en 8 jours, disons. En revanche, si je veux atteindre Pluton en Airbus, là, tout change. Vous savez pourquoi? Parce qu'il me faudra 800 ans. 800 ans avec un Airbus. Ça donne quand même une idée des distances vertigineuses. Déjà dans notre système solaire. Oui. Et maintenant, on va quitter le système solaire. Et on va prendre un engin plus rapide. On va prendre la navette spatiale américaine. La navette spatiale américaine, elle voyage à peu près autour de, on va simplifier, 100 000 km à l'heure. Si je vais avec ma navette sur la Lune, ça ne sera pas très long. Je vais mettre juste à peu près 8 heures, c'est-à-dire Paris-New York. Donc ça va. Ça va. Pas trop. Bon. En revanche, si je vais sur Pluton avec ma navette, là, il me faudra beaucoup plus de temps. Il faudra à peu près, disons, un demi-siècle, 50 ans. Donc c'est déjà un autre ordre de grandeur. Mais maintenant, vous qui m'écoutez, qui nous écoutez avec Andrea, avec Arnaud, on va se poser la question. Et on va se dire... On va quitter le système solaire à bord de notre navette spatiale et on va aller vers la plus proche étoile de notre Soleil, la plus proche. Elle s'appelle Alpha du Centaure. Elle est dans la constellation du Centaure, comme son nom l'indique. Alpha du Centaure,
c'est vraiment notre voisine. En plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est un système qui est solaire, qui n'est pas comme le nôtre, mais on sait maintenant qu'il y a des planètes autour de ce Soleil, au moins un Soleil double, plus un troisième Soleil. Donc il y a 3 soleils qui sont regroupés dans un espace qui est petit. Enfin, à l'échelle de l'univers, c'est petit, à notre échelle, c'est grand, mais pour l'univers, c'est très petit. Donc, Alpha du Centaure, on va y aller avec la navette spatiale américaine. Alors, combien de temps est-ce qu'on va voyager pour atteindre la plus proche étoile voisine de la nôtre? Alors, à ton avis? Alors, si pour Andrea. Pluton, c'est un demi-siècle, la plus proche étoile. Plus proche. Je sais pas, je double la mise. Tu peux doubler ou même tripler. Ou quadrupler, c'est vrai. Oui, tu peux quadrupler facile. 100 ans, 300. 400 400 ans 400 ans alors. Oui, 400. Et toi, tu dirais 400, je dis la même chose. 400. Oui, bien, en fait, c'est fou ce que les distances sont incommensurables et en fait inimaginables. Parce qu'à cette vitesse-là, il nous faudrait, attention, le chiffre va faire un roulement de tambour, 90 000 ans. 90 000, pas 400 ans. 90 000 ans avec une navette spatiale. Et ce n'est pas tout. Maintenant, vous savez, vous qui m'écoutez, vous savez évidemment que ce qu'on appelle la Voie lactée, ça veut dire en fait, Voie lactée en français c'est galaxie, puisque galaxie c'est le mot grec pour le mot français Voie lactée. Si vous prenez la Voie lactée dans son ensemble, c'est-à-dire notre galaxie, eh bien, on peut compter à peu près 300 milliards d'étoiles dans notre galaxie. 300 milliards. Là, j'en ai nommé 2, le Soleil et Alpha du Centaure. Mais non, il y en a encore 300 milliards dans notre seule galaxie. Bon. Maintenant, quand on parle de milliards, c'est un peu abstrait. Je vais donner un comparatif pour que vous ayez une échelle. Ce que ça veut dire, 300 milliards. Prenons par exemple 1 milliard. On va rester jusqu'à 1 milliard pour se rendre compte de ce que ça signifie. Nous sommes dans le studio d'IRM ce soir, et puis vous, avec nous qui nous écoutez, à l'instant, vous allez faire comme moi et vous allez compter au rythme d'un chiffre par seconde. 1, 2, 3, 4, 5, et on va compter comme ça jusqu'à 1 milliard. Combien de temps, à votre avis, est-ce qu'on va rester ensemble? Autrement dit, combien de temps est-ce que vous qui nous écoutez, vous allez rester à l'écoute d'IRM? Je donne la réponse? Pour 1 milliard de secondes, c'est ça? Non. C'est 1 milliard de secondes? Oui, Andrea, excellente mathématicienne. Ah mais non. Si. En plus, non. 1 milliard de secondes. Alors, 1 milliard de secondes, ça donne quelque chose en termes de jours, en termes de mois, même en termes d'années. En fait, on considère que si on arrivait, mais on n'y arrivera pas, parce que quand les chiffres s'allongent, après ça prend du temps. On n'est pas à un chiffre par seconde. Donc on est obligé de rallonger un peu le temps. Normalement, virtuellement, ça signifie en fait virtuellement 32 ans. Mais en réalité, c'est 80 ans, parce qu'il y a du temps pour compter. Donc, 80 ans sans s'arrêter. C'est-à-dire qu'on sera en 2090 lorsqu'on aura arrêté de compter jusqu'à 1 milliard. Quand même une belle écoute, une belle réussite pour IRM, parce que là tout le monde écoute et tout le monde, personne ne décroche pendant 80 ans. C'est quand même assez merveilleux. Donc, pour l'instant, restez avec nous, mais sachez, peut-être pas pendant 80 ans, mais en tout cas sachez que quand on dit 300 milliards, il faut encore multiplier par 300 ce chiffre, ce qui est déjà vertigineux et complètement inimaginable. 300 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que vous le savez, ce nuage d'étoiles qu'on appelle une galaxie fait partie de ce qu'on appelle un amas local, où il y a d'autres galaxies qui sont toutes proches les unes des autres, à l'échelle de l'univers. Hein. Et il y en a d'autres donc qui sont à l'extérieur de notre galaxie. Mais si je reviens maintenant vers ma navette spatiale, et que je veux quitter ma galaxie,
le nuage d'étoiles qu'on appelle la Voie lactée, c'est-à-dire notre maison en somme. Bon, je me lance avec ma navette spatiale. Combien de temps est-ce que je vais mettre pour sortir de la galaxie? Je vous donne la réponse. 12 milliards d'années. Oui, autrement dit, c'est aussi long que la durée de vie de l'univers déjà depuis son début. Parce que l'univers a commencé il y a 13 milliards et 820 millions d'années, donc c'est à peu près le même ordre de grandeur. Il faut voir ce que ça signifie. 12 milliards, c'est vrai que pour nous, c'est impossible. C'est vraiment impossible. Donc, du coup, il faudra se poser des questions sur ce que ces distances incroyables, inouïes, ce que ces distances nous apportent comme contraintes, parce qu'elles sont très élevées, ces contraintes. Je vais encore plus loin en disant qu'il existe d'autres galaxies à l'extérieur de la nôtre, notre voisine immédiate, qui est la galaxie d'Andromède, et puis le nuage de Magellan, et puis d'autres, et d'autres, et d'autres, et d'autres. Combien de galaxies, Arnaud, à ton avis, dans l'univers observable? Pas la même chose, au niveau du 300 000. 300 000, ouais, bien, en fait, c'est beaucoup, beaucoup plus. Encore plus. Beaucoup, beaucoup plus. Il y a, on pense, aujourd'hui, 2000 milliards de galaxies. On a une question par texto. Oui. Comment sait-on qu'il y a plusieurs galaxies? Quels sont les moyens et comment sont mesurées ces distances? Alors, ça c'est une très bonne question et je vois que les auditeurs d'IRM sont déjà bien préparés à être classés X, c'est-à-dire sous le signe de l'inconnu, à laquelle on apporte des révélations. En fait, dans les années 20, c'est-à-dire qu'il y a 100 ans, on croyait que notre galaxie était la seule. On pensait que nous étions dans un nuage qui était déjà assez grand, parce qu'on avait mesuré les distances dans le système galactique, dans notre galaxie, mais voilà, on n'était pas sorti de la galaxie et on pensait, très franchement, 1922, 23, 1920, bon, il y a exactement 100 ans, en 1920, on pensait que notre galaxie était la seule. On n'avait jamais observé d'autres galaxies. Alors, Einstein lui-même d'ailleurs, qui est considéré comme le plus grand physicien du XXe siècle et qui, je pense, sur ce registre-là, reste encore aujourd'hui le plus grand physicien, et connu du grand public en tout cas, pensait lui-même que, au départ, avant que les observations ne soient effectuées, que on était dans un univers borné par une seule galaxie. Et arrive en 1925, un 31 décembre d'ailleurs, c'est un beau cadeau pour l'humanité, un 31 décembre, une Saint-Sylvestre, pas comme les autres, arrive un jeune Américain. Ce jeune Américain, il s'appelle Edwin Hubble. Et il faut dire qu'il y a beaucoup de, comment dire, de beaux hasards qui ont fait qu'il est devenu astronome. Parce qu'au départ, son père voulait absolument qu'il soit avocat. Donc il a fait des études d'avocat. Puis après, on l'a envoyé en Espagne, il a failli devenir tout autre chose. Il s'intéressait beaucoup à la musique, au flamenco et tout ça. Donc il était complètement dans une autre dimension, si on peut dire, un autre univers. Et puis finalement, à force de regarder le ciel et de se rendre compte que c'était ça, sa passion, il a dit au revoir à son père, si on peut dire, et il est devenu astronome. Et en 1925, ce jeune homme fait des observations très intéressantes en regardant des objets lointains. Il a regardé en direction d'une sorte, ce qu'on appelait des nébuleuses à l'époque, une nébuleuse qui était comme une tache, une sorte de tache blanche, laiteuse. Alors, au départ, tout le monde pensait que c'était simplement un nuage de gaz. Et en fait, comme il avait un très grand télescope, le plus grand du monde à l'époque, qui était l'observatoire du mont Wilson, en Californie, à 2000 mètres de haut. L'air est très pur là-bas. Et il pouvait, grâce à ce télescope de 2,54 m d'ouverture, il faut savoir ce que c'est, 2,54 m d'ouverture, c'est énorme. C'est énorme, c'est vrai. Ça a permis donc de faire une résolution de ce nuage. Et tout d'un coup, on s'est dit, il s'est dit, lui, avec Hugh Mason, qui était son assistant, mais c'est pas vrai, c'est pas du gaz.
on voyait de plus en plus, à mesure qu'on zoomait dessus, des petits points, et des petits points qui grandissaient. Et on s'est dit, mais c'est pas vrai. Ce sont des étoiles, mais qui sont très, 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 très loin. Et on est arrivé, comme ça, à mesurer la distance qui nous sépare, évidemment, de ce nuage, qui est une galaxie, qui est la première qui a été découverte, d'ailleurs, qui s'appelait la galaxie d'Andromède, et qui est à 2 800 000 années-lumière d'ici. C'est-à-dire que si je prends ton iPhone et que je braque vers la galaxie d'Andromède, on sait où elle est, hein, dans le ciel, je fais un flash, je fais un petit signal, ça arrivera dans 2 800 000 ans là-bas. ça prend du temps. C'est incroyable. Non, Ouais, ces notions de distance, c'est difficile, effectivement, à concevoir. Exactement. Donc, pour revenir à la question qui est posée, les autres galaxies, et puis également, quand on parle d'autres galaxies, parce qu'il n'y avait pas que celle-là, il y en avait d'autres, 4 ans plus tard, on s'est rendu compte, et ça c'est une découverte absolument majeure, que ces autres galaxies, eh bien, elles n'étaient pas fixes les unes par rapport aux autres. Jusqu'alors, même en 1925, on pensait que l'univers était fixe. Et en fait, on s'est rendu compte que non, il n'est pas fixe. Pourquoi ? Parce que Hubble, toujours lui, très chanceux en même temps, très travailleur et très observateur, a fini par se rendre compte que les galaxies sont en mouvement les unes par rapport aux autres. Comment est-ce qu'il s'en est rendu compte ? Eh bien, tout simplement par un effet qu'en physique on appelle l'effet Doppler. C'est-à-dire que l'effet Doppler, c'est quoi ? C'est quand tu es par exemple au bord d'une route et que tu vois passer une voiture, tu l'entends d'abord, elle a un certain son, puis quand elle passe devant toi, le son diminue, enfin il baisse en quelque sorte, vers les graves, alors qu'il est vers l'aigu quand il monte. Pourquoi ? Parce que les ondes sont en quelque sorte plus courtes quand elles arrivent vers toi, et la longueur d'onde diminue lorsque la voiture s'éloigne. Est-ce que ça a un rapport avec le fait que, par exemple, c'est un exemple qu'on donne souvent quand on lance un obus, où on entend d'abord le son, en fait, avant de le voir ? Alors ça, c'est encore un autre phénomène. C'est simplement la vitesse du son. Ça, c'est la vitesse. C'est la vitesse du son qui est évidemment, on sait ce qu'elle est de 1200 et quelques kilomètres à l'heure. C'est beaucoup moins que la vitesse de la lumière, hein, mais bien sûr. Et donc souvent, l'objet arrive et le son est en décalage. Mais c'est ce qu'on entend quand on voit, par exemple, un éclair dans le ciel. Cet éclair, c'est l'éclair de l'orage. Et en fait, le bruit arrive après. En fait, le phénomène arrive avant, mais comme le son voyage lentement, il est en retard. Mais là, c'est pas pareil. Là, c'est un autre phénomène parce que comme la longueur d'onde devient plus faible à mesure que l'objet s'éloigne, c'est la même chose pour des objets qui bougent. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un décalage vers le rouge, c'est-à-dire vers les longueurs d'onde plus basses, lorsque on a observé, quand Hubble, en 1929, ça s'est passé en 1929, a observé donc ces objets lointains qu'on appelle des galaxies, et il s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas fixes les unes par rapport aux autres. Et un tout petit peu plus tard, grâce à Einstein, on s'est rendu compte que ce n'étaient pas les galaxies qui s'éloignaient les unes des autres, mais que c'était l'univers tout entier qui gonflait comme un ballon. Qui s'étend. À propos d'univers qui s'étend et justement d'exoplanètes ou de galaxies, on pourra en revenir aux extraterrestres. Est-ce que c'est donc probable qu'il y ait d'autres vies ? Alors, on a fait tout ce tour d'horizon. Pourquoi ? Simplement pour se rendre compte que c'est immense, que l'univers est absolument gigantesque, qu'il y a des milliards et des milliards de planètes possibles dans notre galaxie et qu'il y a des milliards de galaxies dans l'univers tout entier. Alors là, on va être plus précis et on va entrer dans ce qu'on appelle le royaume de la statistique qui nous contraint à dire il est très, 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 très probable que la vie existe ailleurs. Pourquoi ? Parce que si on prend simplement notre galaxie, la seule, pour l'instant, pour commencer, notre galaxie contient, on l'a dit, 300 milliards de soleils. Alors, sur ces 300 milliards de soleils, il y en a beaucoup qui sont très différents du nôtre. Certains sont des soleils, le nôtre est jaune, mais certains sont des soleils bleus, plus chauds, d'autres sont des soleils rouges, plus froids, des soleils plus gros, plus petits.
Il y a des étoiles qui sont très légères, exactement comme des bulles de savon. On pourrait les traverser comme ça, sans sentir leur matière. C'est juste du gaz. Et puis, qui ne sont pas encore, en quelque sorte, densifiées. Et puis, il y en a d'autres qui sont très denses, qui sont très lourdes. Par exemple, les étoiles en neutrons. Si je prends, par exemple, une cuillère à café de la matière d'une étoile en neutrons, qui a cessé d'ailleurs de brûler, hein, c'est juste un résidu. C'est comme un bloc de charbon après qu'il a été consumé. On prend notre petite quantité avec juste une cuillère à café. Sais-tu combien ça pèserait, Arnaud? Je donne la réponse, c'est inimaginable. Ça pèserait 100 millions de tonnes. Une toute petite cuillère à café d'une étoile à neutrons. C'est pour dire combien il y a des choses différentes dans l'univers. Oui. Mais bon, revenons à notre statistique. Il y a 300 milliards de soleils dans notre galaxie. Maintenant, je vais être très conservateur. Je vais dire, comme on sait qu'il y a déjà 3800 exoplanètes, plus ou moins semblables à la Terre, mais plutôt très semblables à la Terre. On pense que déjà 3800 ont été découvertes. Hein. En 1995, on a découvert la première, qui a donné d'ailleurs le prix Nobel de physique de cette année 2019 à quelqu'un qui a été Mayor, donc qui a été le découvreur de la toute première planète exo. Maintenant, on sait qu'il y en a 3800 qui sont très très proches des conditions terrestres. Mais si je reviens à l'échelle de la galaxie, ben oui, mais oui, on dit 300 milliards, et je vais dire qu'il y en a 1 sur 1000 seulement susceptible d'abriter la vie. 1 sur 1000. Mais ça fait combien de systèmes solaires possibles, semblables aux nôtres, dans notre galaxie? Question, oui. Réponse. Question. La question, c'est ça, c'est qu'on pense souvent à une vie semblable à la Terre. Mais est-ce qu'on pourrait envisager une vie différente, justement, de la nôtre, sans avoir, justement, les conditions dont on a besoin ici? Oui, on pourrait. Mais je reviens sur le chiffre, parce que ça nous donne 1 sur 1000, sur 300 milliards, ça nous donne quand même 300 millions de systèmes solaires tout à fait comparables aux nôtres. Exactement comme nous, 300 millions. Hein, parce qu'on en a jeté 999 sur 1000. Donc il en reste au moins une dont on dira, ah ben oui, c'est comme chez nous. Quand même 300 millions. Alors, la question que tu poses sur à quoi elles ressemblent, ces formes de vie? À quoi pourraient-elles ressembler? Mais déjà, ayez en tête, vous qui nous écoutez, ayez en tête que vous avez dans notre seule galaxie, la Voie lactée, quand vous regarderez cette belle traînée blanche qu'on appelle donc la Voie lactée, qui est notre galaxie, c'est la limite de notre galaxie, c'est comme si vous la voyiez dans la tranche, eh bien dites-vous que vous observez quelque chose qui contient 300 milliards d'étoiles, et sur ces 300 milliards, il y en a peut-être 300 millions qui sont exactement comme nous, des terres jumelles, si on peut dire. Mais vous avez également 2000 milliards de galaxies dans tout l'univers, donc vous devez multiplier 300 millions par 2000 milliards pour avoir un nombre à peu près vraisemblable de planètes de type terrestre, c'est-à-dire donc susceptible d'abriter une vie plus ou moins semblable à la nôtre, mais probablement plus que moins. Et donc ça répond à ta question. Sur Terre, on a une grande diversité. Oui. Il y a en effet très peu de points communs entre un éléphant et un papillon. Donc pourtant, ils sont avec un point commun. Alors lequel? Ce point commun, c'est que cette vie terrestre, même si les organismes sont très différents, elle repose sur un cycle biologique qu'on appelle le cycle du carbone. En fait, dans un organisme vivant, la vie, elle repose juste sur 6 éléments. Et pas plus. Donc 6 éléments qu'on va retrouver partout, parce qu'on sait que les éléments chimiques sont partout les mêmes dans tout l'univers. Déjà, on a observé, donc on le sait. Alors, 6 éléments, c'est quoi? L'hydrogène, l'oxygène. Après, intuitivement, Arnaud, tu dirais quoi? Comme élément qu'on fréquente tous les jours, presque. Et qu'on respire, en tout cas. Alors, on respire de l'oxygène, mais on respire aussi autre chose. Le CO2? On espère ne pas trop le respirer, celui-là. Ouais. Le CO2, c'est pas vraiment un copain. Non, on respire de l'azote. Voilà, c'est-à-dire qu'on a oxygène, hydrogène, azote.
Alors tu as dit CO2, donc carbone, et il en reste encore 2 pour faire 6. Alors, ils sont moins fréquents comme ça, mais ils sont vraiment très importants dans les composantes dans le noyau de la cellule, par exemple. C'est le soufre et le phosphore. Avec ça, on a 6 éléments sur lesquels repose 99% de la matière vivante. Et ces 6 éléments, on les trouve bien sûr sur Terre en abondance, mais on les trouve également partout, parce qu'on a mesuré, grâce à des instruments qu'on appelle des spectromètres, eh bien on a pu détecter que ces éléments-là, on les trouve partout, dans tout l'univers. Donc ça nous donne une grande présomption. Et la deuxième présomption, c'est que, quand j'ai parlé du cycle du carbone, c'est que finalement, la chimie, elle a ses propres contraintes et aussi ses propres libertés. Les contraintes de la chimie, c'est que pour que des atomes se mélangent bien, il faut de l'eau. C'est ce qu'on appelle la base. C'est pour ça qu'on dit que l'eau, c'est la base de la vie. Il faut de l'eau. Et qu'est-ce qui donne le plus de combinaisons possibles dans l'eau? Il n'y a qu'un seul atome qui donne des combinaisons tellement grandes que ça en donne le vertige. C'est le carbone. Et c'est pour ça que ça marche si bien. Donc l'eau et le carbone font bon ménage. Donc il y a déjà les 3 éléments, hein. Il y a hydrogène, oxygène et carbone, après il n'en reste plus que 3, et on fait, avec l'azote et ça, on fait effectivement une soupe. Cette soupe, elle est très propice à l'émergence de la vie. Comme on sait que tous les éléments dont je viens de parler sont présents dans l'univers, et que par ailleurs, les plus grandes options, si on peut dire, pour la complexification moléculaire, c'est le mélange carbone-eau. C'est pour ça qu'on cherche de l'eau partout. Hein. On dit l'eau, s'il y a de l'eau, il va y avoir probablement, probablement une vie là-bas, ailleurs. Donc, on pense que le cycle du carbone est dominant et que donc les créatures, elles sont faites déjà avec des éléments fondamentaux qui sont exactement comme les nôtres, c'est-à-dire fondés sur le cycle du carbone. Maintenant, le cycle du carbone, il y a des grandes variétés, très grandes variétés. Et on sait aussi, par expérience sur notre planète, que la vie complexe, c'est-à-dire la vie qui élabore des systèmes intelligents, qui eux-mêmes élaborent des civilisations, c'est rare. Il y en a une pour l'instant sur Terre, c'est l'espèce humaine. Mais il y a d'autres, évidemment, d'autres concurrents qui sont un peu en dessous. Ce sont les grands anthropoïdes, les grands singes, ils sont un peu en dessous, et puis il y en a encore un peu en dessous, et ainsi de suite. On arrive vers des niveaux de conscience ou des niveaux d'élaboration de la complexité biologique qui effectivement sont très élémentaires. Plus on descend dans l'échelle du vivant, et plus on rend compte de la simplicité. Et plus on monte, plus on rend compte de la complexité. Mais ça veut dire que tout est possible. Là-haut, dans l'univers, comme on le disait d'ailleurs dans nos émissions Rayon X, rien n'est impossible dans l'univers. Mais ce dont on peut être certain, c'est que le cycle du carbone va engendrer très vraisemblablement des formules très diverses de vie, avec une abondance de vie dite non intelligente au sens humain, attention, au sens humain, parce qu'il ne faut pas être trop anthropomorphe. Il faut se rendre compte aussi, vous qui nous écoutez, que oui, l'intelligence humaine, elle est là, mais il y a d'autres formes d'intelligence qui nous sont très proches. Les animaux ont leur forme d'intelligence. Ce ne sont pas des intelligences communicantes et élaborées au niveau de la capacité de créer des outils et à partir de là d'engendrer des habitats, des civilisations, mais malgré tout, cette intelligence animale, il faut la respecter et il faut comprendre qu'elle est à nos côtés. Elle nous complète et on se rend compte très souvent, je me suis rendu compte de ça, parce que Igor et moi nous sommes des explorateurs de la campagne, combien la nature donne un spectacle sublime de cette arborescence de l'intelligence et notamment évidemment d'une forme d'intelligence qui n'est pas la nôtre. Mais voilà, il existe donc des intelligences étrangères à l'homme partout, à mon avis, dans l'univers. Et à l'inverse, est-ce qu'on pourrait, dans ce cas-là, est-ce que ça pourrait exister des formes d'intelligence supérieures à l'homme ? Ah oui, alors justement, la hiérarchie de l'intelligence ne s'arrête pas du tout avec l'être humain. Et on peut considérer, et les scientifiques le font, hein, des scénarios où des intelligences ne sont loin d'être plafonnées par l'intelligence humaine et vont beaucoup, beaucoup plus loin. C'est pour ça qu'on parle de civilisation. Kardashev, par exemple, et d'autres ont réfléchi à ce que pourraient être des civilisations nettement supérieures, en fait fondées sur des intelligences nettement supérieures à l'intelligence humaine.
On sait qu'on suit une courbe qui est une courbe évolutive et que les facultés humaines ne cessent de se développer en termes au moins d'accumulation des connaissances. La grande question, c'est de savoir si on sera capable de faire un saut qui donnera lieu à une capacité de compréhension bien plus grande que celle que nous avons aujourd'hui. La réponse est en fait oui, parce que la plasticité cérébrale est très grande. Nous n'utilisons en un certain sens qu'un fragment de nos capacités, pas donner de chiffres, mais c'est vrai que le cerveau est un continent complètement inconnu et que si nous avons suffisamment d'assiduité pour comprendre que nous pouvons développer autre chose en nous, eh bien on développera d'autres facultés et on arrivera à faire des choses qui sont totalement inimaginables à la plupart des êtres humains d'aujourd'hui. Mais on connaît déjà des êtres humains, moi je l'ai rencontré, qui sont capables de faire des choses que d'autres sont absolument incapables de faire. Par exemple ? Par exemple, je connais et j'ai rencontré un calculateur prodige. Alors, c'est un calculateur mental, c'est-à-dire qu'en fait, il est purement dans sa sphère mentale, et ce n'est pas qu'il calcule, c'est qu'il a immédiatement accès à la réponse. On lui donne des multiplications, par exemple, ou des racines carrées ou cubiques, ou des carrés et des cubes à calculer. Il donne instantanément la réponse. Moi, je l'ai vu, et il bat quelque part la calculette. C'est-à-dire qu'on est instantanément, et quand on lui demande comment il fait, il dit « je ne fais aucun effort, je ne fais qu'écouter le nombre que j'entends quelque part dans ma tête, et qui est la bonne réponse. Et à chaque fois, il ne se trompe jamais. Donc ça, c'est une forme d'intelligence qui évidemment est différente de l'intelligence ordinaire. On peut aussi aller vers des facultés soi-même, essayer d'atteindre des performances que, a priori, on n'atteint pas facilement. Mais on peut par exemple développer sa mémoire. Moi, je me suis amusé quand j'avais 11 ans, oui c'est ça, j'avais 11 ans, je me suis amusé à apprendre les 2000 premières décimales du nombre pi. On en connaît les deux premières. La première, c'est 3,1 et 4. 3,14. Et après, il y a 15, 92, 25, 35, puis ça part très loin. Ça part à l'infini, en fait. Infini. Mais 2000, c'est déjà beaucoup. C'est déjà bien. Parce qu'il faut un gros effort de mémoire. Et je me suis rendu compte que j'avais amplifié ma mémoire de manière considérable par cet exercice-là. Donc on peut déjà, un petit peu comme quand on fait des gammes au piano, eh bien, on apprend effectivement à faire marcher son cerveau autrement et on lui donne des objectifs. Et la plupart du temps, quand on lui donne un objectif, il le réalise. Donc, tout ceci pour vous dire, mes amis qui m'écoutez, vous qui nous écoutez sur la planète Terre, mais aussi ailleurs, parce qu'après tout, je suis sûr qu'il y en a quelques-uns qui nous écoutent ailleurs, ça c'est absolument certain, sachez que nous ne sommes pas seuls, pour des raisons statistiques. On l'a dit, il y a des milliards de galaxies dans l'univers, 2000 milliards, et sur notre seul système galactique, dans notre seule galaxie, nous avons au moins 300 millions. 300 millions de soleils qui nous donnent 300 millions de terres qui gravitent autour. Vous voyez, le nombre complètement vertigineux. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui, on ne peut plus être raisonnable, on ne peut plus être un scientifique raisonnable, ou même un homme de la rue raisonnable, pour soutenir que la vie n'existe pas ailleurs. On a une question de Vincent à Aix-en-Provence. Alors, du coup, il demande, de fait, si on admet l'existence de civilisations avec une intelligence plus grande que la nôtre, alors il est possible d'imaginer que ces civilisations trouvent le moyen un jour de venir nous rendre visite sur Terre ? Oui, alors, c'est toute la grande question, Vincent. C'est vraiment la grande question. Oui, peut-être qu'ils sont déjà là, absolument, mais c'est une théorie. C'est une théorie. En fait, là, on abordera d'ailleurs ce sujet qui est fascinant, qui est le sujet des objets volants non identifiés, qu'on appelle les ovnis, puisque là, on a fait une traversée rapide, mais scientifique, de ce qui donne lieu à une probabilité très grande pour que la vie existe. Maintenant, est-ce que ces distances colossales dont on parle peuvent être en quelque sorte traversées rapidement pour que des engins viennent nous voir? Alors ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question, grave d'ailleurs, parce qu'elle nous oblige à nous dire il faut humblement penser que nous sommes incapables, les terriens, de quitter notre système solaire pour l'instant.
Mais même avec... aussi. Comment? Et de nous protéger. Et de nous protéger, bien sûr. Et de nous protéger, parce bien que entendu. pas du tout, Et nous sommes, de toute façon, nous sommes... là, la protection, c'est une autre histoire. Parce que moi, ce que je pense, en fait, c'est que forcément, s'ils sont capables de venir jusqu'ici, ils ont forcément un niveau de civilisation tel qu'ils vont certainement pas penser à jouer les envahisseurs. C'est certainement pas. Et puis, ce ne sont pas des migrants à la recherche d'un habitat qui serait susceptible de les accueillir. Pas du tout. Ce sont forcément des êtres incroyablement supérieurs à nous, qui nous observent, mais très discrètement. Qui nous ont peut-être créés à la base. Peut-être pas non plus, parce que là, la vie, au fond, elle est émergente. C'est-à-dire qu'en fait, la vie est une propriété émergente des lois dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce sont des lois physiques, des lois biophysiques, des lois biochimiques, des lois biologiques. Et elles émergent effectivement, toutes ces lois, en se combinant, elles font émerger la vie. Donc des créatures, entre guillemets, plus ou moins semblables à nous, mais enfin en tout cas qui existent indépendamment même d'un acte créateur. Alors pourquoi pas cette question-là et savoir si on pourrait créer nous-mêmes, mais je pense que l'univers est suffisamment puissant pour déjà engendrer lui-même, sans le secours de quoi que ce soit ou de qui que ce soit d'autre, donc de faire en sorte que les lois de l'évolution, qu'on appelle les lois darwiniennes, qui s'exercent partout dans l'univers, fassent émerger donc des êtres vivants, et ensuite des êtres intelligents, et ensuite des êtres civilisés. Donc je pense qu'il y a beaucoup de civilisations partout dans l'univers, il y en a beaucoup. Alors pour savoir si elles peuvent venir, il faudrait qu'elles arrivent à battre finalement ces distances invraisemblables. Et pour ça, ce n'est pas avec des engins classiques qu'elles pourront le faire. Non. Pour ça, il faut passer dans des engins, avec des engins, dans des couloirs qu'on appelle des raccourcis hyperspatiaux. Il faut passer dans l'hyperespace. Oui. Alors on va pas le faire là maintenant parce que ça nous entraînerait trop loin, mais l'hyperespace, c'est vraiment quelque chose de fascinant. Les auteurs de science-fiction ont découvert ce tunnel, ce raccourci dans l'univers, ce tunnel sous l'univers, pour pouvoir gagner des espaces lointains. Mais décrire ce que c'est, moi j'ai une théorie là-dessus, et on en parlera au cours d'une prochaine émission, lorsqu'Igor sera là, pour décrire ce que c'est que l'hyperespace, et comment on peut, en théorie, y accéder. On a la réponse, mathématiquement, ou plutôt scientifiquement. On peut dire oui, c'est possible. Mais le décrire est peut-être un peu plus compliqué là, tout de suite. Mais pour une prochaine émission, oui, on va le faire. Et je voudrais terminer ce rendez-vous en espérant que vous avez été très nombreux et que vous êtes éblouis de savoir que vous êtes peut-être des extraterrestres, vous, sans le savoir. Mais je voudrais terminer par deux choses qui sont très importantes et qui sont des événements d'actualité. Premier événement d'actualité, il y a à peu près une semaine, a été découvert par des astronomes canadiens un phénomène absolument incroyable. Mais absolument incroyable. On a hâte de savoir. Ouais. Mais oui, c'est fou. Parce que ce n'était jamais arrivé et on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas comment l'interpréter. C'est ce qu'on appelle en fait un sursaut rapide, un sursaut d'onde rapide, un sursaut ondulatoire rapide. Sursaut radio rapide, plus exactement. Oui. Et de quoi s'agit-il? Eh bien, ce que les astronomes ont observé, c'est une lumière ultra brillante dans le ciel. Quand je dis ultra brillante, c'est que l'énergie qui est dégagée par cette lumière, en une seconde, elle équivaut à l'énergie qui a été engendrée par le Soleil en 80 ans. Il faut voir ce que c'est. 80 ans d'éclat solaire, et en une seconde, cet objet lointain, eh bien, il dégage une énergie colossale, à tel point qu'elle est visible. C'est comme si un phare s'allumait. Le phare est très distant. Il s'est allumé, cet objet, à 500 millions d'années-lumière de chez nous. 500 millions d'années-lumière de chez nous. C'est incroyable. Quand on pense, c'est une autre galaxie, mais très très lointaine. Une galaxie très lointaine, comme on dit dans la guerre des étoiles. Et cet objet s'est allumé, puis s'est éteint. Mais, attention, ce n'est pas tout.
et c'est là où ça devient complètement vertigineux, parce qu'on n'a jamais observé ça. Cet objet, il se rallume tous les 16 jours. Tous les 16 jours. Puis il s'éteint. Puis il se rallume 16 jours plus tard. Puis il s'éteint. Puis il se rallume. Il y a une périodicité de 16 jours. C'est complètement incroyable et complètement inexplicable. Personne ne peut dire aujourd'hui comment ce phénomène naturel, alors on connaît certains de ces phénomènes, de ces mouvements radio rapides, on les connaît, mais on n'a jamais vu, jamais observé jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, une périodicité. Et surtout 16 jours, quoi. C'est très grand, 16 jours. C'est toujours ça, c'est une périodicité qui est... Il y a des théories, il y a des théories, mais les théories vont plutôt vers, justement, ça pourrait être un acte, entre guillemets, d'une civilisation qui a disparu, qui a fait ça il y a 500 millions d'années quand même, il faut le savoir. Parce qu'on le voit maintenant, mais c'était avant les dinosaures, quand ça s'est produit. Donc c'est quand même vertigineux. Ça, c'est la première chose que je voulais dire, parce que beaucoup d'astronomes très sérieux disent « Ah, mais qui sait si nous ne sommes pas là, en face de la première manifestation d'un signal qui nous est donné par une civilisation très lointaine, parce qu'elle est très loin d'ici, à 500 millions d'années-lumière, c'est énorme, mais qui a vécu ou qui a fait ce signal il y a très longtemps, il y a 500 millions d'années. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, en mars 2021, dans à peu près un an et un mois, va être lancé un satellite qui s'appelle James Webb par la NASA. Et ce satellite, il aura pour la première fois la propriété de détecter non pas la vie directement, mais la manifestation de la vie. C'est en fait ce qu'on appelle les matières organiques, les gaz, par exemple le carbone. Quand il y a une vache dans un pré, ça dégage du gaz carbonique, tout ça. Ça va effectivement détecter du gaz carbonique, du méthane, du benzène, tous ces gaz organiques qui sont en fait les supports de la vie. Et il est probable, possible en tout cas, que dans les années à venir, pour la première fois, on ait, grâce à ce satellite, la preuve que la vie existe ailleurs, une preuve scientifique et irréfutable. On pourrait avoir des réponses effectivement à nos questions. Voilà. Mes amis, on va se retrouver dès le mois prochain pour une nouvelle et passionnante émission. Je vous en donne tout de suite, puisqu'on parlait du temps qu'il faut pour voyager dans le système solaire. On parlera évidemment de ce temps qu'il nous faut pour voyager dans la galaxie tout entière. Le temps à l'échelle de la galaxie, mais le temps aussi à notre échelle à nous, avec une grande question. Peut-on voyager dans le temps en direction du futur et en direction du passé? Réponse sur IRM dans un mois. Très intéressant. Allez, bonsoir à tous. Bonsoir Andrea, c'était génial dans tes questions. Bonsoir Arnaud, c'était parfait. C'était vraiment passionnant. Ben oui, j'espère que vous avez tous été passionnés, que vous nous suivez et que cela augmente évidemment votre curiosité pour comprendre évidemment ce qui se cache derrière le X, derrière l'inconnu. Eh bien, on vous en dira plus le mois prochain. Bonsoir à tous et à très vite.